Training load and injury causal pathways and future directions. Donc ça, c'est une étude, enfin c'est une review de la littérature scientifique sur l'entraînement, enfin la charge d'entraînement et les blessures, et ce qui crée en fait les blessures, et surtout ce sur quoi on ne peut pas vraiment se reposer pour prédire des blessures. Alors, je ne sais pas si la review va être ma revue là va être très longue, parce que c'est pas quelque chose qui t'apprend beaucoup de nouvelles choses, et c'est très long, et c'est pas, comment dire, riche en beaucoup d'informations. Ceci étant dit, ça vaut quand même le coup d'être dit. En fait, il faut savoir que on a plusieurs façons de quantifier la charge d'entraînement. On a des façons, on va dire, externes et des façons internes. D'accord ? Donc les façons externes, c'est de calculer la charge d'entraînement. Oui, bien sûr, mais c'est de calculer, par exemple, le tonnage total que tu vas faire sur tes séries. C'est de calculer je sais pas moi, exactement quelle va être la tension que vont ressentir tes muscles et tes structures anatomiques, via des calculs biomécaniques. Ça, voilà. Et puis on a aussi la façon interne de calculer. Alors une autre façon, une autre chose à prendre en compte, c'est le ressenti en fait des gens. C'est-à-dire, est-ce que ça va être fatigant, est-ce qu'ils se sentent fatigués à long terme, est-ce qu'ils ont des petites douleurs, des choses comme ça. Ça, c'est le ressenti, on va dire, interne, enfin la charge de travail interne, d'accord ? Et en fait, ce que dit cette étude-là, c'est que il faut faire bien attention à ce qu'on utilise pour prédire les blessures, parce que la majorité de ce qu'on utilise n'est pas assez spécifique. Si vraiment je dois décortiquer ce qu'ils disent dans le message, c'est que, par exemple, il y a les GPS qui sont utilisés en ce moment pour tout ce qui est match. Tu sais, genre, on met un petit GPS à un joueur de foot, et puis on va voir ses déplacements pendant le match, et puis s'il s'est beaucoup déplacé, il a eu beaucoup de charges d'entraînement, en fait, beaucoup de charges sur ses structures, et sachant que ça se fait sur un laps de temps relativement court, il faudra peut-être faire gaffe à le ménager si jamais il s'est beaucoup déplacé. À l'inverse, s'il ne s'est pas beaucoup déplacé, si c'est le gardien par exemple, peut-être que ce sera moins grave. Mais ça, en fait, c'est pas assez spécifique, parce que tu jauges juste du déplacement, en fait. Tu jauges pas des structures qui sont vraiment employées. Tu ne sais pas si ce sont ses muscles, ses tendons, ses ligaments. Et en fait, il semblerait qu'il faille vraiment savoir ça pour pouvoir calculer si un athlète risque de se blesser ou non. Donc, c'est ce que dit cette étude-là, c'est il faut pas, en fait, il y a toutes les méthodes à l'heure actuelle qu'on a, elles sont encore trop imprécises, et il faut être bien précautionné avec ça. Donc, il y a aussi, par exemple, un modèle tel que, on appelle ça le acute to chronic workload, ou quelque chose comme ça, qui est utilisé, en gros, c'est un modèle genre où, si tu t'entraînes de façon chronique avec ce workload, en français, ce serait cette charge de travail, on va dire, c'est pas grave, mais si tu as une augmentation abrupte, trop abrupte d'un seul coup, c'est là où tu risques de te faire des blessures. Et c'est vrai. Et ça, il y a la review le dit, hein, c'est totalement vrai, mais le modèle qui est utilisé, parce que c'est un vrai modèle, acute to chronic workload, il semble pas efficace en lui-même, parce qu'il y a plein de limitations. Par exemple, on dit que ce qui est considéré comme chronique, c'est de 3 à 6 semaines, mais en fait, peut-être qu'il y a des tissus qui ne s'adaptent pas en 3 à 6 semaines, et puis il y a plein de petites limitations comme ça. Donc en fait, la seule chose vraiment qu'on peut en retirer, je pense, de cette review, c'est il faut être spécifique dans les choses qu'on définit là-dedans. Et il y a aussi un petit truc, alors deux autres petits trucs, moi, qui m'ont fait cogiter par rapport à ça. Il y a... Ah mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que
ils disent que l'association n'est pas la causalité. En gros, la corrélation, voilà, n'est pas la causalité. Et ils disent que, en gros, eh bien, peut-être qu'en fait, si on a une augmentation du volume de travail trop importante et qu'on se blesse à cause de ça, bah, c'est peut-être pas parce qu'on a augmenté le volume de travail, mais peut-être parce qu'on a augmenté le temps d'exposition à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on sait que plus on va faire d'heures d'entraînement, plus on va augmenter nos chances de nous blesser statistiquement. Parce qu'en fait, plus tu t'entraînes, plus tu sais, par 1000 heures d'entraînement, tu fais peut-être une blessure. Et si tu augmentes le nombre d'heures d'entraînement dans ta semaine, peut-être que tu vas faire mathématiquement plus de blessures. Mais est-ce que tu aurais fait moins de blessures si tu avais réparti ça sur 3 semaines? C'est pas obligatoire en fait. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, à noter, à se dire, peut-être qu'en fait, c'est pas vraiment lié au nombre d'heures d'entraînement qu'on fait, mais c'est, plutôt à la surcharge sur un moment, mais plutôt au nombre d'heures justement d'entraînement qu'on fait. Donc voilà, ça, je trouve ça assez cool. Moi, je pense quand même qu'il ne faut pas trop en faire par semaine parce que on laisse pas assez à notre corps le temps de s'adapter, mais je trouve que c'est cool comme façon de penser. Et après, il y a une deuxième chose, et c'est quelque chose qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais en fait, peut-être que les bodybuilders se blessent aussi peu, enfin les gens qui font de la musculation même de façon générale se blessent aussi peu, parce qu'en réalité, on a des façons ultra précises de quantifier vraiment la charge qu'on met sur tel ou tel tissu. Parce que on augmente progressivement les poids et on garde le même nombre de reps, ou alors on augmente le nombre de reps et on n'augmente pas les poids, etc. Donc en fait, l'augmentation elle est extrêmement progressive en musculation et dans une salle de sport de façon générale, ce qui ne se retrouve absolument pas sur le terrain. Sur le terrain, si tu fais du foot par exemple, encore une fois, tu vas peut-être courir 100 mètres pendant un match, parce que j'en sais rien, tu n'as vraiment pas dû bouger. Puis peut-être que tu vas courir 10 km dans le match d'après. Et en gros, bon, évidemment, c'est exagéré, mais il y a cette variation-là, on peut pas on la quantifie, on n'a pas de quoi quantifier très exactement les choses. Et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'il y a vraiment très peu de blessures en bodybuilding, pardon. C'est genre 0,24 blessures par 1000 heures d'entraînement, ce qui est ridicule, par exemple, à comparer au foot, où c'est plutôt 15 blessures par 1000 heures d'entraînement. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à creuser et à se dire, peut-être qu'en fait la musculation, c'est un des sports les plus safe, parce qu'on peut quantifier et qu'on augmente très progressivement la charge qu'on met à nos tissus. Donc voilà, j'espère que ça t'aura donné quelques pistes pour creuser ça. L'article est en libre accès, donc tu pourras le lire toi-même. Ça t'apprendra pas grand-chose. S'il y a peut-être un truc que j'ai passé, c'est en gros le fait que les dommages ne sont pas causés uniquement par des causes mécaniques, mais aussi peut-être par des causes physiologiques qui s'ajoutent aux dommages mécaniques. Mais en gros, c'est pas très important à savoir parce qu'en définitive on se blesse quand même, mais c'est cool. Si jamais tu veux regarder le schéma par toi-même, je te conseille d'aller y jeter un œil. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.